Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la chose la plus essentielle en bourse, le money management. Donc le money management, j'ai récemment écrit un article sur mon site vivreenbourse.com et d'ailleurs je remercie tous ceux qui ont mis un pouce, donc n'hésitez pas à mettre un pouce soit sur cette vidéo, soit sur mon article, soit les deux, allez-y, lâchez-vous, soyez fous. Et je voulais vous parler des 7 composantes du money management et juste après, je vous montre l'outil et comment l'utiliser, l'outil que j'ai mis au point, qui est utilisable directement dans ProRealTime et qui vous permet de calculer la taille de position et de définir votre plan de trading de manière la plus simple qui soit. Donc, les 7 composants du money management, les voici. Donc, le tout premier, c'est la règle des 10%. Alors, les 10%, c'est essentiel, c'est-à-dire que si vous décidez d'acheter un titre, on va prendre un titre, par exemple, qui a une bonne réputation, LVMH. LVMH, même s'il est un petit peu cher en ce moment, en tout cas, c'est un titre voilà, qui est plutôt haussier, etc. en ce moment. Donc, bon, admettons que vous vouliez dire ouais, LVMH est super, il y a du dividende, allez, je fais tapis, j'ai 10 000 euros, j'achète 10 000 euros de LVMH, et puis on verra bien ce qui se passe. Ça, en fait, surtout pas ça. Si vous voulez investir en bourse de manière durable, vous ne devez pas dépasser plus de 10% sur un titre. Donc la toute première règle que vous devez faire, c'est de définir la limite que vous investissez dans une seule ligne. Par exemple, vous allez limiter à 10% de votre capital la somme investie sur un titre. Donc ça permet que, même si vous allez perdre la totalité de votre position, alors c'est quand même peu probable, hein, même si vous perdez la totalité de votre position, admettons que le titre que vous achetez, c'est une boîte qui fasse faillite. Normalement, vous aurez pris des dispositions qui vous éviteront d'aller jusque-là. Mais bon, il vaut mieux être prêt au pire pour ne pas avoir à le subir. Donc même si vous perdez la totalité de votre position, il vous restera toujours 90% de votre capital. Donc ça sera douloureux, mais ça ne sera pas catastrophique. Si par contre vous investissez 50% sur un titre qui perd 50%, ça veut dire que votre capital il passe à 75% du montant initial. Et là, ça sera long à rattraper. Alors ensuite, la règle des 33%. La règle des 33%, c'est de diversifier, donc de limiter, de prendre des risques qui soient dans le même secteur, au-delà d'un certain pourcentage. Donc par exemple, vous allez limiter à 33% de votre capital la somme maximale investie sur un secteur économique. Donc si vous prenez des bancaires, par exemple, vous avez mis 10% sur la BNP, puis 10% sur le Crédit Agricole, 10% sur la Société Générale, et vous apprêtez à prendre 10% sur Natixis. Ça veut dire que vous avez 40% de votre portefeuille qui est investi sur les bancaires. Généralement, quand les bancaires montent, quand une bancaire monte, les autres suivent, mais ça marche dans les deux sens. Donc c'est presque comme si vous mettiez 40% sur un seul titre. Donc limitez-vous à un seuil sur un secteur. Si vous voulez prendre et de la BNP et la Société Générale, vous voulez prendre 4 banques différentes, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, vous divisez votre portefeuille ou la part que vous investissez par 4. Et vous ne mettez pas plus de 2,5 à 5% de votre capital sur chaque titre. Ensuite, une règle super méga importante, c'est la règle des 1%. Parce que lorsque vous investissez 10% de votre capital sur une ligne, votre risque, il n'est pas de 10%. Votre risque, il est du montant que vous êtes prêt à perdre sur ce titre. Donc, admettons que j'achète une action à 100 € et que
je décide de la vendre à perte si jamais elle descend en dessous des 90 euros. Votre risque, il est de 10 euros par action. D'accord? Donc si votre capital est de 10 000 euros, admettons, et que votre 10 000 euros, donc avec la règle des 10%, ça vous fait 1 000 euros à investir au maximum, vous pouvez acheter 10 actions à 100 euros, votre risque il sera de 100 euros. Voilà, donc la règle des 1%, c'est ce que vous devez calculer, mais je vais vous montrer après l'outil qui permet de le faire, et vous pouvez le faire avec une simple feuille Excel. Je vais vous montrer une manière encore plus simple de calculer cette règle. Voilà, donc c'est la quantité que vous acceptez de perdre et qui ne doit pas être définie par rapport à un pourcentage, mais par rapport à un niveau technique. Donc on regardera ça, on en parlera devant un graphique, ça sera tellement plus simple. Ensuite, un élément important que vous devez prendre en compte, c'est la prise en compte des frais. Parce que lorsque vous avez un petit capital, le problème c'est que si vous prenez des trop petites positions, votre performance, elle va être dégradée à cause des frais. Donc si vous avez par exemple un capital de 1 000 euros, avec la règle des 10%, le montant de votre investissement, il devra se limiter à 100 euros par ligne. Et donc, votre risque par action, il est de 10 euros. Donc, vos frais à l'achat et à la vente, ce sera environ 2 euros. Il y a par exemple, chez Bourse Direct, on est à 99 centimes à l'achat et 99 centimes à la vente pour les ordres de moins de 500 euros. Donc aujourd'hui, en août 2018, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, les tarifs ne sont pas les mêmes. Et du coup, ça fait déjà 20% de votre risque en frais. Donc ça fait quand même un handicap assez important par rapport à votre investissement. Ça veut dire que vous avez 2% de frais. Tant que votre titre n'aura pas atteint au moins 2% de plus-value, vous ne serez pas rentable. Donc si vous avez un petit capital et que vous souhaitez investir en bourse, peut-être qu'il faut choisir plutôt des trackers que des actions. Et peut-être répartir votre capital sur 3 trackers, par exemple. Donc voilà, donc les frais ils seront bien inférieurs et vous pourrez facilement obtenir une performance annuelle de 7 à 9%. Donc peut-être qu'il faut que vous commenciez comme ça si vous avez un tout petit capital, puis vous investirez en bourse plus tard. Vous pouvez commencer à vous entraîner, puisque vous pouvez utiliser l'outil ProRealTime et commencer à simuler. Vous allez mettre de l'argent de côté et puis constituer un capital. Donc ensuite, un autre aspect important, c'est la gestion de vos émotions après une hausse. C'est-à-dire si vous avez investi 100 euros en Bitcoin lors de sa sortie, voire même quelques années après. Donc en théorie, vous seriez milliardaire, puisqu'avec pour une centaine d'euros, on avait plusieurs milliers de Bitcoin au début. Donc en théorie, vous seriez milliardaire. Et je dis bien en théorie parce que, dites-moi en commentaire, quand les 100 euros, si vous avez investi 100 euros sur un titre et que ça se transforme en 100 000 euros, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez tranquille et ces 100 euros, en fait, vous les avez laissés parce que vous êtes super confiant dans le Bitcoin. Vous vous dites... à une époque où pour 100 euros vous avez plus de 1000 bitcoins, vous vous dites le bitcoin il va monter à 20 000 $. Bravo, c'est une belle perspective, belle projection. Si vous pensez ça, vous étiez bien visionnaire. Mais franchement, vos 100 euros se sont transformés en 500 000 euros.
vous ne bougez pas. Et quand il se transforme en 1 million, ne me dites pas que vous ne bougez pas. Et quand ça se transforme en 1 milliard, bon. Donc, la seule manière de devenir milliardaire avec le Bitcoin, en investissant 100 euros, c'est soit que vous êtes déjà milliardaire, et donc auquel cas, vous étiez capable de gérer ça émotionnellement, soit d'être suffisamment confiant ou inconscient dans l'avenir du Bitcoin. Voilà. Donc, voilà, c'est un élément, il ne faut pas s'emballer, et il ne faut pas se dire, je vais faire tapis. Donc, alors le point suivant qu'on va voir, c'est la gestion des émotions après une baisse. Parce que 1% d'un capital de 10 000 euros, ça représente 100 euros. 1% d'un capital de 100 000 euros, ça représente 1 000 euros. Okay, donc en termes de pourcentage, on est d'accord que c'est la même chose. Mais en termes d'émotion, est-ce qu'on ressent la même chose quand on perd 100 euros ou quand on perd 1 000 euros? Peu importe le capital qu'on ait. Donc, surtout lorsque vous allez débuter et que vous n'avez pas d'expérience de gain durable. Donc, votre risque maximum, il doit être de 1% du capital, éventuellement 2% du capital. Mais ce n'est pas parce que c'est 1% de votre capital que vous êtes obligé de prendre ce risque de 1%. Vous pouvez risquer moins, surtout au début. Voilà. Donc, imaginez que vous démarrez avec un capital de 50 000 euros. Au lieu de risquer 500 euros par trade, qui font 1%, d'accord ? Peut-être que vous allez commencer en ne risquant, dans un premier temps, que 0,1% de votre capital, c'est-à-dire 50 euros. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des mois, si votre performance a été bonne, vous allez petit à petit augmenter votre niveau de risque de 50 euros. Vous allez passer à 75 euros. Puis de 75, vous allez passer à 100. Puis de 100, vous allez passer à 150, etc. Progressivement. Si votre objectif de gain n'a pas été atteint et que vous sous-performez, vous allez abaisser votre niveau de risque. L'objectif, ce n'est pas de faire un marathon en courant à l'allure d'un sprint. Mais c'est bien de gagner durablement en augmentant votre niveau de risque progressivement une fois que votre performance est bonne, en le réduisant si vous êtes moins performant. Et là, lorsque vous allez mettre en place ça fera toute la différence. Voilà, donc vous devez prendre en compte cet aspect du montant que vous êtes prêt à perdre. Parce que si votre capital est de 100 000 euros et que vous avez du mal à accepter de perdre 1 000 euros, quand vous aurez un gain de 800 euros, vous allez peut-être être tenté de prendre votre gain. Et donc, finalement, au bout du compte, vous allez avoir un rapport entre le risque pris et les gains empochés qui va être beaucoup trop faible. Lorsque vous risquez 1, il faut au minimum que vous gagniez 1. Donc quand vous perdez 8, si vous prenez vos bénéfices lorsque vous gagnez 80 et que vous coupez vos pertes lorsque vous perdez 100, on a un déséquilibre. Donc à moins que vous ayez une stratégie qui gagne à beaucoup plus que 50%, il y a des stratégies comme ça qui existent et qui sont possibles de prendre. Voilà, à moins que vous ayez une stratégie comme ça. Dans ce cas-là, avec un taux de réussite de 80%, effectivement, ça peut être intéressant. Mais en swing trading, généralement, c'est recommandé d'avoir un risque qui représente que la moitié de l'espérance de gain. Et encore, je vais vous expliquer une stratégie que j'utilise et qui permet de sécuriser le plus rapidement possible. Voilà, parce que donc une fois que vous avez défini la taille de position, ensuite c'est quand est-ce que je sors. Est-ce que je sors dès que j'ai atteint un objectif
ou voilà, donc ça, je vais vous expliquer la stratégie ou les stratégies de sortie que j'utilise. Et avec l'outil que je vais vous montrer derrière, on a bientôt fini, je vous rassure, on passe au graphique après. Donc, trouver une action qui monte et l'acheter, ça, c'est pas très difficile. Voilà, par contre, et c'est pareil sur un graphique, c'est toujours facile de montrer à quel moment il fallait sortir. Voilà. Il y a des indicateurs qui donnent des signes de faiblesse, les divergences par exemple. Mais il y a une latence entre le moment du signe et de faiblesse du mouvement et la fin du mouvement. Donc, la sortie d'un titre, ça doit être préparé avant même la prise de position à l'achat. C'est-à-dire que dès que vous achetez, vous devez savoir tout de suite à quel niveau vous allez vendre, au moins au départ. Donc, j'ai des stratégies différentes, mais la stratégie que j'utilise le plus, c'est que je vends la moitié de ma position dès que j'atteins un premier niveau d'objectif. Et après, sur l'autre moitié, je laisse courir mes gains. Donc je vais remonter mon stop, et on va voir qu'il y a différentes manières de remonter son stop. Et donc c'est vraiment cette stratégie que j'ai trouvée la plus rentable. Parce que l'objectif l'atteinte du premier objectif, elle est très souvent atteinte très très rapidement. Donc ça me permet, à partir du moment où j'ai vendu la moitié avec mon objectif, mon niveau d'objectif, qui est égal à la perte potentielle, eh bien mon risque, il devient quasiment nul. Si j'ai acheté une action 100, sur laquelle j'avais un risque j'avais prévu de la vendre à 90 à perte. À partir du moment où j'en vends la moitié à 110, mon stop, en admettant qu'il reste à 90, je ne peux plus, hormis s'il y a un gap, je ne peux plus perdre d'argent. Et très généralement, quand on a atteint l'objectif, il y a généralement un nouveau plus bas, un niveau de seuil plus bas qui apparaît, et on peut remonter son stop, ce qui fait que finalement, quoi qu'il arrive, on ne perdra pas d'argent. Sauf effectivement s'il y a un gros gap, ça peut arriver. Voilà. Et ça fait partie du jeu, d'où l'intérêt de la règle des 10%. C'est-à-dire qu'avec la règle des 10%, vous pouvez avoir un gap, ça piquera peut-être un petit peu, mais vous allez pouvoir durer quand même. Donc ça, c'est la stratégie de sortie. Et maintenant, je vous propose de regarder directement dans ProRealTime comment on fait pour calculer la taille de position directement sur le graphique. Alors, pour ça, moi j'ai ici un petit indicateur dans lequel vous allez renseigner le montant de votre capital. Donc admettons qu'on ait un capital de 10 000 euros. D'accord ? Donc si j'ai 10 000 euros, le montant par ligne, il va être de 1 000 euros. Et si je respecte la règle des 1%, ben, ça veut dire que je vais risquer 100 euros par ligne. Voilà, donc je vais rentrer ces valeurs-là. Et à ce moment-là, je vais décocher ça, voilà. Hop, je vais avoir ici, j'ai pris une action donc au pif. Hein. J'ai pris une action voilà, qui est plutôt pas mal et pour laquelle il m'a calculé, ben voilà, avec ces montants-là, avec 10 000 euros et 1 000 euros par ligne, mon montant par ligne de 1 000 euros, il est de 10% de mon capital. Mon risque par trade, il est de 100 euros, c'est-à-dire 1% de mon capital. Donc là, je peux m'amuser à le changer. Je peux dire, tiens, bah, je vais passer à 150. Voilà, et il me calcule. Le risque par trade, il est de 1,5% du capital. OK? Donc on va le laisser à 100. On va respecter la règle des 1%. Je peux tout à fait dire, avec un capital, mettons, si j'ai 75 000 euros et un montant par ligne de 7 500, voilà, ben, je peux toujours avoir, donc ça représente, ben, je suis toujours à 10%. Par contre, mon risque par trade de 100 euros passe à 0,1%. Donc on va le passer à 150, hop, et
on est à 0,2%. Donc là, avec un capital de 75 000 euros, par exemple, on sera à 0,2%, ce qui est très très raisonnable. Et donc là, ce qui m'affiche, c'est pour un achat à 18,15 €. Alors 18,15 €, il prend tout simplement le dernier prix, ici. Et un stop à 16,785 €. Donc ce montant, cette valeur-là, il la calcule par rapport au dernier plus bas, hein, voilà, qui est ici, 16,78 €. Voilà, il a détecté qu'il y avait un plus bas ici, et il se sert de ce niveau-là comme de stop. Il se trouve qu'en plus, ça correspond aussi à la moyenne mobile, donc c'est un bon niveau de stop. Avec ce risque-là, je vais pouvoir, pour un risque de 150 €, en acheter 110. Donc automatiquement, il me calcule la quantité et le niveau de stop ici. Et l'objectif de niveau 1, le premier objectif, que ça me permet, qu'il faut que j'atteigne pour être complètement sécurisé. D'accord? C'est-à-dire que là, si je prends ici le prix d'achat et que je fais l'aligne au niveau du stop, voilà, hop, on va regarder ici, hop, vous voyez, on est à 19,43 €. Alors là, c'est parce que on est, voilà, on n'est pas au millimètre, hein, j'ai fait, voilà, hop, là, il est calculé, hein, donc c'est tout à fait juste. Voilà, sur le graphique, comme on n'est pas au millimètre, voilà. Voilà, donc il le calcule comme ça, simplement en mettant la différence entre votre prix d'achat et le niveau de risque, et vous devez avoir un premier niveau de vente qui est égal à votre niveau de risque. Après, vous pouvez le mettre plus haut, mais voilà, après, ce sont des choix par rapport à votre personnalité, par rapport à vos émotions, etc. Ensuite, il vous calcule aussi le montant que ça représente. Donc, si vous achetez 110 titres à 18,15 €, bah, ça va vous faire 1996 €. Alors, vous pouvez aussi ici définir un niveau de stop, manuel. Donc vous dites, bah non, moi mon stop, je vais le mettre à 15 € par exemple. Donc je renseigne ici mon 15 €. Voilà, et puis il vous recalcule, il vous dit, bah si vous mettez votre stop ici, à ce moment-là, votre objectif, il va être de 21,30 €. Par contre, il faudra en prendre que 48 titres. Et votre montant investi, il sera de 871 €. Voilà, donc ça aussi, voilà, vous pouvez aussi adapter la taille de votre position en fonction du risque, hein. C'est que vous pouvez, il suffit de prendre, plus vous mettez un stop large, moins vous allez prendre, voilà, plus la taille de votre position va être petite. Et ça, cet outil, ça va vous permettre vraiment d'être rigoureux dans votre choix. Dans votre choix d'action, de titre et de stratégie de money management. Alors, dans cet outil, il y a aussi un petit... alors, admettons, vous pouvez aussi utiliser des petits calculs. Par exemple, si vous dites, tiens, bah, je vais utiliser les ratios de Fibonacci pour acheter. Je vais attendre un retracement, par exemple, à 16,96 € pour l'acheter. Vous pouvez renseigner ici, 16,96 €. Voilà, hop. Et puis, bah, à ce moment-là, puisque vous l'achèterez moins cher, vous pouvez en prendre 77 et votre objectif, il sera 18,92 €. Voilà. Et enfin, une dernière petite astuce, c'est que si on prend... voilà, on a un petit truc, signal forcé, je vais vous montrer un petit peu sur un autre titre. Voilà, donc je vais aller prendre, par exemple, on va prendre des actions du CAC 40, on va prendre au hasard, Accor, on va les passer en revue. Ah ben voilà, très bien.
Donc là, typiquement, il nous dit ne pas trader, c'est trader. Il ne donne pas de taille de position. Pourquoi? Parce qu'il dit écoute, là, le cours, il est sous la moyenne mobile. 20 périodes, 200 périodes. On a une moyenne mobile 20 qui descend. Franchement, pourquoi veux-tu rentrer dans ce titre? Et donc, parfois, ça peut être judicieux de vouloir rentrer sur ce titre. Et donc, c'est pour ça que j'ai prévu quand même de pouvoir renseigner ici, cocher la petite case qui nous permet de nous rappeler que bon, on peut y aller, mais c'est pas génial. J'ai mis un petit peu de rouge qui nous dit attention, là ton risque par trade, il est toujours le même, hein, peu importe le titre, il est fonction de ça. Donc vous avez votre niveau de risque, la taille de position par rapport à ces valeurs-là. Alors là, on va remettre à 0 puisque on n'est pas sur le même titre. Hein. Donc hop, voilà. Donc là, hop, il va nous calculer, voilà. Donc pour un achat à 43,34 et un stop à 41,90, 41,90 donc qui est voilà, il est à peu près, hop, 41,90, il est quelque part par là, voilà. Hop. 45,90, oui, alors quand on fait signal forcé, il ne prend pas, comme on est sous des moyennes mobiles, il ne va pas partir du plus bas, donc il va prendre la volatilité moyenne en compte et il va prendre le prix du cours moins une volatilité moyenne qui donne un niveau de stop qui n'est pas inintéressant. Et puis bien évidemment, vous avez la possibilité de dire, voilà, mon stop, je le mets à 40. Voilà, et dans ce cas-là, hop, si je renseigne un stop à 40, logiquement, alors on va faire entrer, voilà, des fois il faut refaire entrer, il vous calcule la quantité et puis votre objectif qui est fonction de ça. Si vous le mettez à 0, hop, il vous recalcule votre objectif différemment. Et toujours le montant de votre investissement. Voilà, donc si on part sur un autre titre, on peut les passer en revue comme ça. Voilà, donc admettons que je veuille acheter ce titre. Donc on est sous une moyenne mobile 20 qui descend, donc il nous le met en rouge. Et puis il nous calcule tout seul. Il nous fait un plan de trading en nous disant, voilà, par rapport à ton niveau de risque, par rapport à ton capital, si tu risques 150 €, voilà, tu en prends 70 à un achat maximal de 106,40 €. Donc voilà. On peut cliquer ici si on veut prendre en compte la volatilité pour avoir un autre niveau de stop, parce que là il nous calcule les 105,95 comme niveau de stop. Voilà, donc les 105,95 qui sont quelque part par là, voilà, ça doit correspondre à ce plus bas là. On a la possibilité de calculer un stop légèrement différent, donc voilà, à 103 par exemple, 103,11. Voilà, donc il l'a calculé en prenant en compte la volatilité, et donc c'est un niveau de stop qui est pas mal si on veut se placer. Si on veut se placer sur ce titre, voilà, c'est un petit outil qui va vous aider à définir des niveaux de stop, et après, libre à vous de saisir manuellement un niveau de stop. Voilà, voilà. Alors, ensuite, quand on a d'autres screeners, on va continuer comme ça un petit peu sur d'autres titres. Voilà, donc là on est bleu, donc sur Airbus on est bien, 36 € avec un achat à 107,52 € et un stop à 103. Voilà. ArcelorMittal, Atos,
Donc là, on est bien. Alors pourquoi on est bien? Ah oui, parce que j'ai mis, parce que j'ai demandé qu'il me force le trade, puisque là, typiquement, ce titre-là, voilà, on est normalement ne pas trader, c'est trader bien sûr. Je trouvais ça bizarre. Voilà, donc c'est aussi un moyen simple hein, lorsque vous voulez savoir si un titre est intéressant ou pas. Vous pouvez simplement vous en servir pour savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Hein, tout simplement, vous avez votre titre, vous tapez votre titre, voilà, et puis quand il vous dit ne pas trader, c'est trader, bah, ça veut dire que c'est mieux de ne pas trader. Lorsque vous voyez que ici on est tout bleu, ça veut dire qu'on est plutôt bien, on est sur une moyenne mobile qui monte avec le cours qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 et au-dessus de la moyenne mobile 20 et 200, donc on est plutôt pas mal. Quand on est sous la moyenne mobile 20 et 200, il va vous dire de ne pas y aller, et vous avez quand même la possibilité de calculer votre taille de position en cliquant sur la petite case, comme ceci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet outil va vous être utile. Et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, posez-les-moi dans la vidéo. Ou si vous avez des améliorations à me suggérer par rapport à mon outil, ce sera avec plaisir que j'essayerai d'y répondre. Voilà, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un autre outil que j'ai fait. Je vous en parle maintenant? Allez, je vous le montre. Allez. Non, parce que je sais que j'ai fait un autre outil. Hein, j'ai fait un autre outil. J'ai fait un autre petit outil que j'ai appelé Color Achat.